Ça marche. Bonjour. Bonjour. Bonsoir Jérôme. Eh bien, bonjour et à toutes et tous. Et écoutez, bienvenue sur ce webinaire dans la série autour du bien-être équin. Et du coup, ce soir, on a le plaisir d'avoir Émilie Boucher qui va nous parler de naturopathie et plus spécifiquement de la naturopathie équine. Donc, du coup, Émilie, je te laisse te présenter, dire quelques mots sur toi. Et puis, nous donner un petit peu quelques infos sur qu'est-ce que la naturopathie équine, comment au final on peut envisager de l'intégrer avec nos chevaux, et puis peut-être quelques petits trucs en plus que tu as envie de nous partager. Ok, ok, ça marche. Bon, mais bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais en premier lieu remercier un peu le sympa qui est la commission adhérent qui propose voilà, plein de rencontres virtuelles avec toujours des thématiques qui sont complémentaires, qui sont riches et qui ont beaucoup de sens. Donc, merci pour tout ça. Et puis ce soir, effectivement, on va parler de naturopathie. Alors brièvement, parce que certains d'entre vous me connaissent, mais plutôt sous la casquette d'Equicoach et pas forcément sur la casquette de naturopathie animale. Donc moi, je suis issue d'un parcours de biologie marine et de géographie marine initialement. Et puis derrière, je me suis vraiment formée sur tout ce qui était la botanique et le volet naturaliste. Donc j'ai toujours été appelée par la nature dans son ensemble et par tout ce qu'elle avait de particularités, spécificités. Donc je dirais, je suis tombée là-dedans toute petite, ça a toujours fait partie de moi. Et puis comme je pense certains d'entre vous qui sont ce soir présents et qui nous regarderont, j'ai eu mes propres animaux et puis à un moment donné, j'ai aussi voulu être plus autonome dans l'accompagnement de mes animaux. Donc, je l'ai fait de façon très autodidacte il y a une vingtaine d'années, hein, puisqu'on avait extrêmement peu d'informations en France sur ça. Et puis, la vie a fait que j'ai croisé des vétérinaires, des biologistes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir échanger, partager et me former. J'ai pu poursuivre derrière avec des connaissances solides qui font que depuis maintenant quelques années, j'accompagne effectivement tous les animaux, en naturopathie, mais également en communication animale, pour ceux qui seraient un petit peu plus ouverts à cette approche-là aussi. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Euh, donc pour ce soir, je vous ai prévu un petit diaporama. L'idée, c'est pas de vous assommer par les informations, mais en tout cas que vous ayez quand même quelques supports sur lesquels vous puissiez aussi voilà, prendre des notes et puis peut-être rebondir. Et puis après, on pourra échanger tranquillement si vous avez quelques questions. Dans tous les cas, l'idée, c'est pas qu'on va faire du cas par cas. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une problématique avec un animal, je vais pas, voilà, vous faire une consultation, si je puis dire. On n'est pas là pour ça. On est vraiment plus là pour parler de naturopathie dans sa globalité et puis d'un petit peu de tout ce qu'on peut ressortir au quotidien, tout ce qu'on peut accompagner au quotidien. Et puis pour ceux qui sont propriétaires de chevaux, comment vous pouvez être peut-être un petit peu plus autonome dans l'accompagnement au mieux de vos petites bêtes à quatre pattes. Voilà. C'est bon? C'est Je partage? parfait. Oui, tu Ouais. peux commencer à partager. Vous allez me dire si ça fonctionne ou pas. Ça devrait arriver dans peu de temps. Voilà. Tac. Alors, c'est mieux si je commence par le début. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si ce n'est pas le cas, criez, sautez C'est partout, parfait, faites c'est parfait. tout bon. Ok, alors, on est parti. Euh, donc, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, donc moi, je suis naturopathe animalière et communicatrice animalière, puisque moi, mon idée, c'est toujours d'aller accompagner l'animal dans une approche qui va être globale, qui va être multiple hein, sur plusieurs axes, et puis donc qui va être holistique.
Alors, qu'est-ce que la naturopathie animale? Ou la naturopathie tout court, plutôt, on va dire. Donc, c'est un ensemble de méthodes de soins qui ont pour objectif de soutenir le terrain de l'animal dans l'idée en fait de rééquilibrer l'organisme, puisque l'organisme est un tout qui sait parfaitement bien s'autogérer s'il a ce dont il a besoin. Donc on part du principe que la naturopathie va en fait aller redonner cette autonomie à l'organisme pour pouvoir effectivement refonctionner comme il le faut. La naturopathie, en fait, elle voit l'animal vraiment comme une unité, dans une globalité, et on ne va pas seulement aller chercher à traiter ou à répondre aux symptômes, mais on va aller plus loin pour aller identifier vraiment les causes d'une problématique. D'accord? Alors pourquoi la nature, la naturopathie, la phytothérapie va être intéressante? Ben, en fait, globalement, on va dire que le règne végétal, ben, en fait, il ne se déplace pas. À la différence du règne animal, hein, ils sont fixés, ils sont figés sur certaines zones et ils ne peuvent pas évoluer, à la différence des animaux qui peuvent, eux, migrer. Donc, en fait, le végétal a dû développer des compétences qui vont être diverses et variées, que ce soit pour survivre à une attaque, à quoi que ce soit, et également pour se reproduire. Et donc, c'est au travers de ces compétences multiples qu'on va avoir donc, ce qu'on va utiliser derrière en naturopathie, qui vont être les tanins, les huiles essentielles, les parfums, euh, etc., etc. Maintenant, concernant un petit peu la différence entre la naturopathie et puis la médecine vétérinaire ou la médecine classique allopathique, elle va résider sur deux aspects, deux choses bien particulières qui sont que sur l'allopathique, on va avoir isolé des molécules et ça va être des molécules qu'on va avoir ciblées. C'est-à-dire que ça va être une ou deux ou trois molécules, donc elles vont être vraiment très spécifiques et elles vont être peu nombreuses. La différence avec le règne végétal, avec la phytothérapie, c'est que là, on va avoir une richesse moléculaire qui est hors norme. C'est-à-dire qu'on a une plante qui va être composée de différentes molécules qui vont interagir entre elles et qui vont permettre de démultiplier les effets de la plante. C'est ce qu'on appelle le totum de la plante, en fait. C'est vraiment ce totum de la plante qu'on va rechercher en naturopathie pour aller répondre à différents besoins derrière. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde la différence entre cette première différence, si je puis dire, entre l'allopathique et la phyto? Et puis la deuxième différence, alors elle est un petit peu plus chimique, hein, dans le sens où en fait, si vous replongez sur vos cours de chimie que vous aviez au lycée, alors ça peut peut-être remonter un peu loin pour certains, mais on a des positionnements dans l'espace qui vont être différents en fonction des molécules. Donc on va avoir une configuration spatiale qui va être différente entre une molécule purement naturelle et une molécule qui va être recréer chimiquement. D'accord? Ce qui va faire qu'on va avoir une différence d'assimilation par l'organisme et une différence d'interaction sur les effets qu'elle peut avoir. D'accord? Donc c'est ça qui va aussi jouer sur le fait que une molécule chimique et une molécule naturelle ne vont pas avoir les mêmes effets sur un organisme. Ça, c'était un petit peu pour vous donner déjà les deux grandes lignes de fonctionnement, de différence de fonctionnement entre le naturel et le non naturel. Mais ceci étant, c'est pas parce que c'est naturel que ça ne veut pas dire que c'est sans danger. On a aussi des plantes qui peuvent être toxiques et puis on peut aussi avoir des effets secondaires qui peuvent être des brûlures, des problèmes digestifs, des problèmes neurologiques qui peuvent se mettre en place avec des plantes également. Donc il faut toujours garder à l'esprit que même si c'est naturel, c'est pas sans danger. Et du coup, comment je peux mettre en place mon traitement en naturopathie? Donc, il va falloir se poser les bonnes questions qui vont concerner la qualité du produit. Est-ce que le produit, ben, il va être adapté aussi à, à l'individu, à l'individu que j'ai devant moi ou à la pathologie? Quel dosage je dois donner? Sur quelle durée? Et puis, quel est mon objectif en fait derrière? Est-ce que c'est sur un objectif
de soutien momentané? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de poussée qui a été fait et qui a été posé ou pas? Voilà. Donc ça, c'est aussi, on part pas comme ça pour faire de la naturopathie, il faut quand même cadrer les choses un petit peu. Alors, par exemple, les critères de choix et de qualité, je vous ai mis par où commencer. C'est vrai que je pense qu'on l'a tous vécu. Vous cherchez un produit phyto, vous tapez le produit phyto avec le mot cheval, vous avez 20 produits de 20 marques différentes qui apparaissent, et là vous vous dites, OK, sur lequel je m'arrête. Le prix, ça va du simple au double, et ils mettent tous les mêmes composants dedans, mais je n'en sais pas plus. Donc effectivement, euh, la première chose à voir, c'est le nom des plantes, si le nom est indiqué en entier, si vous avez un dosage de chaque plante et si aussi vous avez la teneur en principe actif de chaque plante qui est également indiquée. Puisque vous l'aurez compris, la teneur en principe actif, c'est ce qui vous donnera la puissance du produit. D'où aussi pourquoi cela explique parfois que vous avez des prix qui vont être à x3, x4 de différence sur un même type de complément alimentaire ou autre. C'est parce que vous allez avoir une teneur en principe actif qui va être nettement, nettement différente. Est-ce que ça va toujours ou est-ce que je vais trop vite? Ouais, je vois Caroline qui me dit OK, et ben c'est parfait. Alors maintenant, et pour nos chevaux. Pour nos chevaux, je pense que vous le savez, mais je refais quand même une petite redite. Il y a des plantes qui sont mortelles hein, et qui le sont en très très faible dosage, en très très faible quantité, donc qui sont l'if que vous voyez en haut à droite de votre écran. Et puis le laurier rose, le laurier fleur. Pour ceux qui sont dans le sud, vous en côtoyez un petit peu plus que nous dans le nord de la France, mais en tout cas, ce sont des plantes qui sont extrêmement dangereuses chez le cheval. Euh, D'autres voient toxiques, alors d'eux-mêmes, les chevaux, normalement, n'y vont pas. Le sénesson, la porcelle, par exemple, ils n'y vont pas s'ils ont assez à manger. Mais ce ne sont pas des plantes qui sont en mesure d'identifier si elles sont séchées. Donc, il faut toujours être un petit peu vigilant sur celle-là. Et puis, il y en a une autre dont on parle quand même depuis plusieurs années. Alors, pour tous ceux qui sont plutôt sur le grand est de la France, ça va peut-être un peu plus vous parler. C'est tout ce qui est en lien avec les érables. Où effectivement, voilà, il y a encore des questions, savoir si ce ne sont que certains érables qui seraient toxiques pour les chevaux ou si ce sont tous les érables. On n'a pas, voilà, on n'a pas forcément de retour clair et déterminé là-dessus, mais en tout cas, les érables dans leur globalité sont à avoir à l'œil si vous avez des chevaux, parce qu'ils sont extrêmement toxiques. Mais dès lors que vous les utiliserez en gémothérapie, la toxicité de l'érable n'existe plus. Donc ça, c'est un voilà, petite info à avoir. Même si les chevaux ne tolèrent pas les érables à l'état naturel et normal, je dirais, si vous les utilisez en gémothérapie, par exemple, ils sont totalement assimilables par les chevaux. Vous n'aurez pas les effets délétères de l'érable dessus. Voilà, c'était juste la comment dire, petite chose à partager. Ceci étant, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de prendre de l'érable pour vos chevaux, même si c'est en gémothérapie et que voilà, il n'y a pas de souci particulier avec. Je comprends tout à fait. Alors pour poursuivre avec nos petits chevaux, en quoi la phyto va être comment dire, pleine de sens pour eux? Pour deux choses. C'est que déjà, ce sont des herbivores. Donc, en fait, des plantes, ils en mangent au quotidien. Donc, quand on travaille avec de la phytothérapie, c'est parfaitement logique qu'on en donne à nos chevaux, ils sont habitués à les assimiler. Et effectivement, ils les métabolisent de façon extrêmement rapide et extrêmement complète, hein, puisqu'ils sont faits pour ça. À l'inverse des carnivores, où avec les carnivores, on ne va pas forcément avoir les mêmes réactions et on va avoir certains produits qui ne seront pas métabolisables par les carnivores. D'où voilà, certains effets qu'on n'aura pas sur les carnivores en fonction de certaines plantes. Ok. Donc ça, c'est pour ça, les chevaux, voilà, c'est une valeur sûre. La phyto, vous pouvez y aller sans aucun souci. Après, pour continuer un petit peu sur les produits à partager à vos chevaux, vous allez avoir deux types de produits qu'on va appeler les formes sèches ou les formes fluides. Alors quand je dis fluide, hein, c'est les formes liquides, d'accord?
Il y a extrêmement de formes sèches, c'est souvent ce qu'on va donner, c'est souvent ce qu'on trouve hein, quand vous cherchez sur Internet. Vous avez beaucoup de plantes séchées, plantes écrasées, ça ressemble un peu à du thé. Voilà, c'est un peu ces formats-là, du thé en vrac. Voilà, ça c'est la forme sèche. Et puis les formes fluides, bon, bah, c'est les formes liquides, ça va être ce qu'on va appeler les teintures mères ou les EPS par exemple. Euh, Attention parce qu'entre ces deux formes-là, vous n'aurez pas la même efficacité. Souvent, les gens, quand ils viennent me voir en rendez-vous, ils me disent, bah oui, mais là, vous me redonnez des produits que j'ai déjà donnés à mon cheval, à mon chien, à mon chat, mais j'ai pas eu d'effet, alors que c'était un produit, voilà, avec c'était le même nom. Et je leur demande en fait sur quel type de forme ils l'ont acheté. En général, c'était sous la forme sèche. Donc en fait, les formes sèches sont euh, nettement moins efficaces en principe actif, il y a moins de principes actifs dedans. Donc vous aurez en général des effets qui seront beaucoup plus tardifs à apparaître et puis qui demanderont une prise beaucoup plus sur le long terme. Donc ça c'est pareil, c'est des choses à avoir en tête sur les formes sèches et les formes fluides. Alors, bah, brièvement, je vous ai un petit peu redonné voilà, quelques noms de ce produit qu'on peut utiliser en phyto. Donc, on va avoir la gémothérapie qui commence un petit peu un peu plus à sortir depuis une petite, voilà, on va dire à peu près 8-10 ans, un petit peu. Donc, la gémothérapie, c'est issu des bourgeons et ça se prend sous forme de gouttes. Donc, c'est des choses que vous trouvez très facilement. Il y a l'algothérapie où là, on n'a pas encore, je dirais, fini de faire des recherches sur l'algothérapie, mais en tout cas, c'est dans les années qui viennent, ce sera source de retours extrêmement positifs, hein. On va voir donc les algues qui sont quand même extrêmement compétentes sur beaucoup de pathologies. On va avoir la mycothérapie également, qui est pareil, qui est une branche un petit peu, je dirais, mise de côté pour l'instant. C'est quelque chose qui, pareil, va sortir de plus en plus. Il y a de plus en plus de recherches qui sont menées sur le long terme, entre autres. Pour moi, c'est vraiment, si je puis dire, la médecine à venir, la mycothérapie, parce qu'il y a un potentiel énormissime au travers des champignons. Et c'est quelque chose voilà, qui est vraiment à garder à l'esprit. Vous connaissez tous, je pense, l'aromathérapie avec les huiles essentielles. Et puis, on va avoir les hydrolats. Alors, les hydrolats, ce sont des eaux aromatiques. Donc, en fait, si vous voulez, pour faire très simple, parce que l'idée, c'est quand même de simplifier les choses ce soir, ça va avoir les mêmes vertus que les huiles essentielles, mais ça n'en aura pas les effets secondaires. Voilà. Ça n'aura pas la puissance des huiles essentielles avec les effets que ça peut avoir. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez parfaitement donner à vos chevaux. Et puis, en plus, je vous ai rajouté voilà, d'autres petits produits, donc ce qu'on va appeler la florithérapie, avec les fleurs de bac et les fleurs du bush australien, qui, elles, vont plutôt agir hein, sur le volet vraiment plus émotionnel et un petit peu comportemental, mais on est plus sur le volet émotionnel. Après, vous aurez les huiles végétales, les produits de la ruche et l'homéopathie, forcément. Et puis enfin et surtout, parce qu'on l'oublie, mais c'est aussi d'avoir une alimentation bah, qui soit complètement adaptée et de qualité. Parce que pas plus tard que la semaine dernière, quand j'ai des chevaux qui sont enfermés en box 23 heures sur 24, qui ne mangent que de la paille, parce que ben, pour leur mettre du foin, il faut rajouter 150 € par mois de pension, et que les propriétaires ne peuvent pas, bah forcément, voilà, on ne peut pas avoir des chevaux qui vont être en bonne santé, à ne manger que de la paille et à être gavés d'aliments 4 fois par jour dans des quantités disproportionnées. Voilà. Donc, mais bon, ça, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes un petit peu plus ouvert que d'autres sur l'alimentation adaptée pour nos loulous. Voilà un petit peu les grandes lignes, si je puis dire, de la naturopathie. Est-ce que ça va toujours ou ça va pas? Ça va? Ouais, ok. Bon, très bien. Ça marche. Euh, alors, maintenant, effectivement, pour nos chevaux, bah, quand est-ce qu'on peut l'utiliser?
c'est ce que je vous disais en début de, pardon, en début de diapo. On peut l'utiliser en préventif. Alors, on s'entend bien, hein, si vous avez un cheval de 5 ans qui pète le feu, qui va super bien, il n'y a pas d'intérêt à utiliser la naturo. D'accord? On ne va pas mettre une béquille à un organisme qui fonctionne parfaitement bien. C'est pas l'idée. Par contre, sur du préventif, vous avez une jument gestante, vous avez un petit papy qui a atteint les 18 ans et vous savez que la rentrée dans l'hiver, ça peut être plus compliqué. Voilà, ça peut être du préventif. Puis après, on peut l'utiliser sur des pathologies plus marquées. On peut l'utiliser en parallèle de traitements allopathiques, hein. Il y a vraiment très, 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 très peu de contre-indications sur l'utilisation de produits naturels avec les traitements allopathiques. Alors après, voilà, c'est au cas par cas aussi, mais voilà, vous pouvez vraiment allier les deux. Si vous avez un doute, vous contactez votre veto pour vous en assurer. Mais en tout cas, ça marche très bien et ça va aussi potentialiser les effets. Euh, donc la naturopathie, ça va agir sur différents volets, hein. Donc là, je vous en ai mis, je vous ai mis les principaux, hein. Si bien on peut agir sur le volet digestif, hein, sur les problèmes articulaires, respiratoires et puis émotionnels. Donc, tout ce qui va être maladie de Cushing, on a de très très bons résultats en naturo. Euh, pour ce qui va être aussi fourbure, SME, on a de belles choses. Enfin, voilà, on peut vraiment, je dirais, un peu aller soutenir l'organisme sur toutes ces problématiques-là et on peut obtenir de bons résultats. Mais on s'entend pour obtenir de bons résultats. C'est sur cette diapo-là que je voudrais qu'on s'arrête aussi. C'est déjà de trouver la bonne administration, que ce soit pour vous, gardien d'équidés, et pour l'équidé. Parce que je vais prendre l'exemple, quand on a un cheval qui est fourbu, qui doit perdre du poids, et puis que vous achetez, vous savez, les seaux comme ça d'aliments séchés, et puis que vous devez mettre 5 ou 6 doses d'aliments séchés dans des grains pour qu'il mange tout, parce que sinon il ne les mange pas. Mais qu'au final, c'est un animal qui est fourbu, qui ne doit pas manger, et que vous êtes obligé de lui mettre des grains pour qu'il... Bon, voilà. Donc là, c'est pas le plus adapté. Donc là, on va plutôt partir non pas sur du séché, mais sur des choses fluides qu'on va pouvoir lui injecter directement à la seringue ou qu'on va mettre dans une pomme. Enfin, voilà, des choses qui vont être très faciles et pour vous et pour lui. Et il faut persévérer. Voilà, la naturopathie, c'est pas un remède miracle. C'est pas la science moléculaire actuelle où en 3 jours, voilà, c'est résorbé, ça rentre dans l'ordre. On peut avoir des traitements sur le long cours, 3 mois, 6 mois. Il faut poursuivre, quoi. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route, sinon vous n'obtiendrez pas les effets escomptés. Donc, après, je peux comprendre qu'il y ait des gens plus pressés que d'autres, mais si vous êtes pressé, passez votre chemin, quoi. C'est que ce n'est pas fait pour vous, la naturopathie. On ne peut pas aller plus vite que la nature. Et puis, essayez toujours d'être cohérent dans l'accompagnement. C'est-à-dire voilà, être cohérent dans je priorise la pathologie parce que des fois les gens m'appellent et me disent ouais, alors mon cheval il a ci, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Ok, mais enfin en fait on va pas pouvoir tout traiter. Il va falloir prioriser sur quelle est la problématique la plus importante, celle qui le gêne lui le plus, parce que celle qui le gêne lui le plus n'est pas forcément celle qui va gêner le plus son gardien. Ça c'est souvent pareil, un peu d'anthropomorphisme que l'on met en place parfois. Euh, et c'est là où moi, la communication animale me sert aussi pour savoir comment vit l'animal une maladie, comment il vit une problématique, pour aussi qu'on ait un peu son retour et qu'on sache comment on peut l'accompagner au mieux. Donc voilà, c'est vraiment être cohérent dans ce que vous faites, de vous faire accompagner aussi par des gens compétents et puis vous ouvrir un petit peu à ce qui peut se faire autour de vous. Voilà, je pense que rester aligné voilà, sur un bien-être global et général, c'est chouette. Et puis vous aurez aussi des périodes dans l'année, des cycles. Là, je sais que le mois de septembre a été très très compliqué pour les animaux. Il y a eu énormément de pathologies, énormément de décès chez les animaux. Voilà. Il y a des forces aussi que parfois on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Voilà. Obligé de subir, entre autres la puissance de la Lune, par exemple. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut avoir. Voilà. Dès lors qu'on met le pied dans la naturopathie, il faut s'autoriser à s'ouvrir un petit peu plus au reste. Et puis de penser à partager, à expliquer, à dire ce qu'on fait.
pour aussi avoir des fois tout simplement un échange. Quelqu'un va vous dire, bah oui, mais moi j'ai vu ça, et du coup, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Et voilà, vous, ça va peut-être pas résonner sur le moment, puis 15 jours après, vous allez vous dire, ah mais tiens, en fait, j'ai la réponse à ma question. Finalement, ça fait lien avec ce que je voulais mettre en place en naturo. Donc voilà, ça reste la thérapie du vivant. Donc nous sommes tous vivants, nous sommes tous interaction. Donc je pense qu'on peut tous aussi s'épauler les uns les autres pour nos petites bêtes. Euh, pour revenir un petit peu sur nos chevaux au quotidien en situation d'équicoaching, donc là je présume que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont leurs chevaux à la maison. Donc là, c'est juste m'arrêter sur peut-être deux, on va dire, cas qui peuvent certainement vous parler pour certains d'entre vous. Donc le premier sur les articulations du cheval, ou au moins si ce n'est pas les articulations, c'est plutôt à titre un peu plus large la mobilité du cheval. Puis le deuxième, c'est sur les émotions du cheval qu'on peut avoir en situation d'équicoaching ou après une séance d'équicoaching. On peut avoir des chevaux qui peuvent être un petit peu impactés émotionnellement. Ça peut être pour ceux qui ont leurs propres chevaux, hein. Je ne vous dis pas d'aller voilà, donner des choses aux chevaux du centre équestre que vous avez privatisé, hein. Ce n'est pas l'idée, c'est pour vos propres chevaux. Euh, voilà, c'est de pouvoir les accompagner un petit peu mieux. Alors, par exemple, sur une pathologie, alors j'ai mis articulaire, hein, mais c'est plus large, hein. Ça peut être tendineux, musculaire, voilà, c'est plutôt ça. Euh, on va pouvoir faire différentes associations possibles en interne, en externe. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir avoir des produits qui vont répondre en fait aux besoins. L'idée, c'est toujours de savoir quelle est l'action qu'on veut mener pour trouver le bon produit et ne pas aller mettre un fourre-tout où vous allez me mettre 14 principes différents, 14 plantes différentes et puis croiser les doigts pour que ça fonctionne, quoi. L'idée, ça va vraiment être de cibler pour qu'on ait un effet vraiment, vraiment précis. Donc, par exemple, sur un aspect anti-inflammatoire qui va être drainant, qui va être protecteur de l'articulation, par exemple, la gémothérapie, en associant le cassis, le séquoia, l'orme et le bouleau, par exemple, ça peut bien fonctionner. Si vous voulez aller sur une reconstruction vraiment de l'articulation ou sur la reconstruction aussi un petit peu des tissus tendineux, on va avoir une algue qui va être merveilleuse pour ça, c'est la Padina pavonica. On va aussi avoir l'avoine qui va pouvoir être un bon reconstructeur au niveau osseux. Et puis sinon, après, on va avoir, je pense que vous le connaissez tous, voilà, les compléments qui vont s'appeler MSM, chondroïtine, glucosamine, acide hyaluronique, etc., etc. Donc après, voilà, c'est un peu chacun en fonction de sa sensibilité, de son envie, de la forme, parce que voilà, certains vont se présenter en liquide, d'autres pas. Vous allez pouvoir agir comme ça. Et puis, pareil, sur une articulation un peu douloureuse, vous allez pouvoir agir aussi avec les huiles essentielles et les huiles végétales. Donc, c'est-à-dire que avant la session, vous dites, bah tiens, je le sens un petit peu raide. Bon, vous lui faites, voilà, 48 heures avant, un petit massage aux huiles essentielles. Vous mélangez Golteri, laurier noble dans une huile végétale. Alors, attention à l'huile végétale que vous allez utiliser parce qu'elles n'auront pas tous les mêmes effets. C'est-à-dire que si vous me mettez juste, vous regardez votre pharmacie et vous avez de l'huile végétale. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme huile végétale? Une huile végétale toute simple qui va être de l'avocat ou de l'amande douce, par exemple. Souvent, on a de l'amande douce. En fait, elle va être très bien, par exemple, l'amande douce, mais elle va être très bien pour le volet cutané. Mais en fait, elle ne va pas du tout rentrer dans les couches en fait, en profondeur et elle ne va jamais atteindre les tendons ou les articulations. Si vous voulez que ça rentre en profondeur, il faudra plutôt prendre de l'huile végétale de pépins de raisin, par exemple. D'accord? Donc c'est pareil, l'huile d'arnica, elle ne va pas agir en profondeur non plus. Donc si vous mettez l'huile d'arnica, mélangez-la avec une autre huile végétale et vos huiles essentielles pour que vraiment vous ayez quelque chose qui soit percutant et qui agisse bien sur l'articulation. Et puis après, en récupération, là, c'est plutôt cataplasme d'argile verte. Et pareil, vous pouvez mettre vos huiles essentielles dedans. Et là, on laisse poser à peu près le temps que ça sèche, quoi, 1 heure et demie. Puis une fois que c'est sec, l'idée, c'est d'enlever. Voilà. Donc voilà, ça va être des petites choses comme ça. Et puis enfin, le dernier, j'avais mis les EPS.
sur la formule liquide. Donc ça, c'est en interne. Où là, vous pouvez faire l'association ginkgo, scrofulaire, curcuma, par exemple, qui va pareil avoir un effet anti-inflammatoire et antalgique. Donc, vous voyez, en fait, c'est plein d'éléments différents que vous pouvez avoir. Alors, il faut prendre le temps d'un petit peu d'aller sélectionner ce qui va vous sembler le plus adapté par rapport à votre pratique, par rapport à la facilité pour la donner à l'animal, et puis par rapport aux effets que vous allez vouloir avoir. Et bien voilà pour la petite pathologie articulaire. Est-ce que ça va pour la petite pathologie articulaire ou est-ce que je suis allée trop vite? Ça, ça a l'air d'être bon. Bon, très bien. Parfait. Et puis après, pour le petit volet émotionnel, parce qu'on voilà, le cheval, c'est du vivant, ça a une conscience, une émotion. Donc, effectivement, en fonction de ce que va traverser votre cheval, vous allez aussi pouvoir un petit peu l'épauler. Euh, alors là, j'ai un peu tout mélangé, donc je vais peut-être repréciser sur deux axes. Donc, si vous avez un cheval qui a été un petit peu bousculé par un client ou par une session, ou tout simplement que vous le trouvez voilà, un peu plus agité, qui vient de perdre un compagnon, voilà, qui n'est pas forcément dans dans une paisibilité, si je puis dire, bah, vous allez avoir tout de suite, il faut penser immédiatement fleur de bac ou fleur du bouche. Fleur de bac, vous avez celui je pense que vous avez tous déjà entendu une fois, qui s'appelle Rescue ou qui s'appelle Urgence. En fleur du bouche, il s'appelle Calme. Et puis pour les traumatismes, un cheval qui a été traumatisé, bah, par exemple, vous avez la fleur du traumatisme qui est Star of Bethlehem. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez lui donner plusieurs fois par jour pendant quelques jours pour voilà, essayer que l'émotion ne reste pas en fait euh, en continu sur votre animal. En parallèle de ça, bah, en gémothérapie, vous allez avoir par exemple le trio figuier, tilleul, aubépine pour essayer effectivement d'apaiser un petit peu un cheval. Vous allez avoir en hydrolat, là je suis en bas de la diapo, en hydrolat, si vous aimez bien les hydrolats, si vous en avez à la maison, bah, vous avez la fleur d'oranger qui va très très bien fonctionner aussi suite à un choc émotionnel pour un animal très stressé. Donc pareil, ça vous pouvez le mettre dans l'abreuvoir, vous pouvez le mettre dans l'aliment, vous pouvez le diffuser aussi si vous avez un diffuseur d'huile essentielle. Voilà, vraiment après, c'est adaptable un petit peu à votre vie. Et puis, bah, vous aurez les huiles essentielles aussi. Soit vous l'appliquez sur une huile végétale qui, là, pour le coup, on s'en fiche de l'huile végétale, mais c'est vraiment pour qu'elle ait un support. Et vous pouvez mettre, par exemple, de la lavande vraie, qui va avoir un côté qu'on connaît tous, décontractant, apaisant. Certainement, peut-être voilà, la lavande qu'il y avait chez papy et mamie dans les armoires qu'on a tous eu, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Et puis vous en avez une autre qui va être vraiment topissime, qui est le petit grain bigarade, qui sent merveilleusement bon aussi. Et alors elle, c'est vraiment une équilibrante du système nerveux. Voilà, elle a même des propriétés au niveau vibratoire énergétique qui vont au-delà, voilà, qui s'alignent aussi avec les chakras. Donc elle est vraiment topissime, petit grain bigarade. Donc c'est pareil, c'est une valeur sûre à avoir pour vos petits loulous. Euh, et puis bah, si vous avez un cheval voilà, qui perd un peu en dynamisme, qui est un petit peu plus, comment dire, stone, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, vous le sentez un petit peu moins tonique. On va par exemple, il y a la verveine citronnée pour lui donner un petit coup de boost et puis pour le redynamiser un petit peu. Voilà, vous pouvez aussi l'associer avec des fleurs de bac. Vous pouvez l'associer avec du cassis en gémeaux aussi, qui va redonner un petit côté peps. Voilà, donc il y a des possibilités en fonction de chacun d'entre vous et de vos animaux aussi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la sensibilité émotionnelle de nos petits loulous. Voilà, et ben ça y est, c'est tout bon, j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yumi.
Euh, si vous êtes d'accord, je vous propose un petit temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quand on parle d'huile végétale, est-ce que Ouais. l'huile de tournesol en fait partie? Elle est pas, ce serait plutôt l'huile d'olive. Si tu avais une autre huile, ce serait plutôt l'huile d'olive que tu pourrais utiliser en guise d'huile végétale, mais pas véritablement l'huile de tournesol. Non. Donc elle n'est pas... Après, non, elle est pas vraiment considérée en soi comme une huile. Non, non. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que tu donnais de l'avoine. Sous quelle forme tu donnes de l'avoine? Alors, ça peut être, je dirais un peu sous toutes les formes. Ça va dépendre de la dose de principe actif que tu vas avoir dedans. Donc de l'avoine, on est d'accord qu'on parle de la céréale. Oui, c'est ça. On parle bien de cette plante-là. Ouais. Alors Alors, comment tu la... l'idéal, ça va plutôt être de la prendre sous forme liquide, hein. Vous l'aurez compris, hein. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est forme liquide dans l'idéal. Donc, c'est plutôt des extraits comme ça de plantes qu'il va falloir trouver. Ouais. Ouais, j'ai Après, jamais vu. si t'en as à la maison, Non, je peux t'en donner. parce que est-ce que l'avoine germée pourrait fonctionner? Elle va pas fonctionner de la même manière. Quand j'ai Non. vu avoine, je me dis, mais comment est-ce qu'elle donne l'avoine? Est-ce que c'est est-ce que la donne entière? C'est sûr que non. Aplatie, c'est pas digeste, comme l'entière. Donc, est-ce que donne Non. l'avoine, mettons, en avoine germée, par Non, exemple? non. En fait, en naturopathie, Comment elle- c'est un peu la différence, c'est qu'on va rarement donner la plante sous la forme d'un aliment, d'accord? Ça va être vraiment sous un extrait de plante. Ça va plutôt être ça sous une teinture mère. Ça va vraiment être ça où ça va potentialiser en fait les effets vraiment les effets qu'on veut de la plante. Mm, mm. Mais n'empêche que l'avoine germée, c'est quand même du beurre, hein. C'est quand même extraordinaire pour remettre des cheveux en état. Hum. Ah bah oui, bah, de toute façon, on, Et on reconstruit on réinvente pas les choses, hein. sur Non, non, sur la c'est ligne. ouais, Attendez, j'ai un moustique. ouais. Enfin, il a eu chaud. Loupé. Loupé. Il a eu chaud, le moustique. Ah oui, oui, l'avoine, c'est hyper reconstructeur en avoine germée. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Et j'ai une autre question aussi. Si vous voulez prendre la parole, les autres, vous levez la main, parce que moi, j'en ai encore trois, hein. Comment tu expliques qu'il y a eu beaucoup de décès cette année chez les animaux? Parce que tu dis il y a beaucoup de décès, mais est-ce que c'est par rapport à l'année dernière? C'est quoi la comparaison? Non, c'est pas là, c'est au mois de septembre. Au mois de septembre, on a eu des mouvements planétaires qui ont été extrêmement puissants. Oui. Et bon, il y a eu la lune de septembre qui a été extrêmement forte. Et donc, on a eu beaucoup d'animaux qui ont effectivement été sur des fins de cycle, ou beaucoup d'animaux qui ont développé des pathologies de façon assez spontanée, malheureusement. D'accord. Donc après, voilà, faut être ouvert à ces types de pensée. Mais en tout cas, oui, il y a des liens de causalité qu'on peut pas nier. Mais voilà, je vais pas forcément développer plus parce qu'on n'est pas forcément là pour ça. Si tu veux, Jérôme, on s'appellera pour échanger là-dessus. Oui, Mais en fait, c'est la première fois que je l'entends, qu'il y a eu ça en septembre avec les d'accord. animaux. C'est ça que justement, je te Si. demande comment c'était. Si, 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 si. Et c'est un constat que j'ai fait avec des confrères ostéopathes, des confrères, ouais, 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 des collègues vétérinaires aussi. On a eu pas mal de choses assez dramatiques. Ouais, ouais. D'accord. Et Mm. alors, sur l'huile essentielle, en fait, sur les chevaux, est-ce que tu la pratiques en interne? Parce que souvent, on la pratique en externe, mais est-ce que tu la pratiques en interne, sachant qu'en interne, il y a des effets hyper nocifs? Ouais. Alors, ça va dépendre des huiles De essentielles, quantité. mais Oui. tu peux tout à fait l'utiliser en interne. Il faut vraiment faire attention en fonction des huiles essentielles parce que tu en as beaucoup qui sont quand même dermocaustiques. Donc qui vont être potentiellement très irritantes. Mais oui, oui, hein, tu peux tout à fait les utiliser, que ce soit par voie buccale ou par voie vaginale chez la jument, avec voilà, des petits cachets, comme on fait pour soi-même ces petits comprimés. Il y a la même chose qui est possible, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, l'excès d'huile essentielle, même pour nous, ça nous fout le foie en vrac. Alors, il Alors, y a c'est deux choses. Alors, attends, il animaux. y a, il y a- il y a deux choses. C'est, il y a effectivement l'effet des huiles essentielles qui peut être, voilà, qui peut avoir des effets secondaires.
Mais effectivement, la puissance de l'huile essentielle, c'est-à-dire que l'huile essentielle va vraiment aller, si tu veux, libérer les toxines. D'accord? C'est pas en fait en soi l'huile essentielle qui va aller impacter ton foie, mais c'est plutôt que ton organisme va devoir répondre aux huiles essentielles. Et donc, pour ce faire, elle va libérer des toxines. Il va décharger en fait la problématique de façon un peu plus rapide et prononcée que s'il l'avait fait en lui-même. D'accord? Ce qui fait que ça va faire un effet explosif sur effectivement le système drainant, d'où le foie. Et c'est pour ça que souvent on va avoir un foie qu'on va devoir travailler en parallèle parce que c'est lui qui va décharger en fait tout ça. Mais c'est pas toujours l'huile essentielle qui va aller en fait impacter ton foie en causalité directe. D'accord? D'accord. Je peux juste prendre la parole sur ce sujet. C'est un domaine que je connais un petit peu. Il y a on va dire aujourd'hui, il y a un vrai gros problème sur un peu le marché des huiles essentielles, qui est la qualité. Euh, Puisque en fait, faut savoir quand même que on a des producteurs qui revendent à des personnes et après c'est parti en marché boursier, tout ça machin. Donc il y a un vrai gros problème de qualité en termes autour des huiles essentielles. Malheureusement, le label bio ne garantit vraiment pas grand-chose. On peut avoir une toxicité par ce biais, Mhm. qui est en fait la première cause de toxicité. Bon, il y a les mésusages, etc. Mais il faut savoir quand même que même si sur une huile essentielle où on fait une petite erreur, j'ai envie de dire, vraiment avec des gros guillemets, les huiles essentielles sont globalement métabolisées en maximum 24 à 72 heures. Donc, ça veut dire qu'elles sont complètement évacuées par notre organisme, sauf certaines qui passent la barrière encéphalique, où là, on peut garder des traces pendant bien plus longtemps, voire même, il semblerait on ne les métabolise pas complètement. Donc, en gros, si à un moment donné, vous savez pas, bah, je pense principe de précaution, on ne fait pas, C'est ça. ou on prend le temps de se renseigner auprès de personnes dites compétentes. Mais sachez quand même que ce soit avec nos chevaux ou avec les humains, les huiles essentielles sont globalement métabolisées en 24 à 72 heures. Donc c'est un phénomène assez intéressant. Et la plupart des huiles où on doit avoir un usage avec, on va dire, une grande vigilance, ne sont pas commercialisées en France. Mm. Oui. Et on va dire les profils à risque hein, sur des huiles essentielles, ça va être, faut faire attention sur bah, comme pour les humains en fait, hein, Ouais. ça va être les juments gestantes et puis les poulains, voilà. Où là, on va fortement s'abstenir voilà, d'agir avec des huiles essentielles. J'entends Euh, rien. Oh, T'entends rien? Je disais ma femme. Oui, dis-moi. Hop. je disais les profils sur lesquels ne pas utiliser les huiles essentielles, ça va être les juments gestantes et les poulains. Voilà. Où c'est vraiment, vraiment des cas spécifiques, mais comme chez l'humain. Bon, après, voilà. Ça reste complexe, les huiles essentielles. C'est vrai que ça peut faire peur, ça fait souvent très peur. Ça reste complexe. Donc voilà, faut pas s'aventurer à effectivement aller utiliser des produits qu'on maîtrise pas et qu'on connaît pas. Voilà. Mais comme pour tout, j'ai envie de dire, hein, c'est aussi du bon sens quelque part, à mon avis. J'en ai encore une petite. Euh, Après, c'est fini, hein, Jérôme, hein, c'est fini. Hein. mais moi, j'ai tout écrit, hein. Euh, donc, on m'a. Alors, par rapport, un jarret de ma jument, on m'a conseillé Golteri avec une huile végétale, donc j'ai mis arnica. Et est-ce que ça aurait été intéressant de lui donner aussi à prendre par voie buccale? Est-ce que ça vaut le coup de... Là, c'était donc en local, donc de mettre Golteri sur le au niveau du jarret. Est-ce que c'est intéressant de le mettre aussi en buccale? Bah après, non, la Golterie, tu la laisses en local,
en externe. Oui. Mais après, c'est de la complémenter. Après, je sais pas quel était le problème au niveau du jarret, mais ça allait être plutôt de complémenter bah, le tissu, soit le tissu musculaire ou l'articulation. Et c'est là où effectivement tu peux te mettre des choses en place en gémothérapie, en EPS. Voilà, où en fait là tu vas avoir une action externe avec l'huile essentielle qui va agir. Mais par contre, l'huile essentielle, elle a juste un effet antalgique, hein. Elle va pas aller travailler la reconstruction ou la consolidation de l'organe. Elle va juste avoir un effet antalgique. Donc Ouais, ouais. après, c'est comme si toi t'as mal quelque part, tu prends un Doliprane, t'as plus mal, mais c'est pas pour autant que ça va t'aider à réparer la problématique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, elle était, alors pour tout le monde, elle était aussi traitée en gémothérapie à ce moment-là. Ok. Voilà. Ouais, Donc, j'ai fait les super. deux. Le gémo et puis Ouais, le local avec. nickel. Voilà. Et entre autres, il y avait de l'érable. Je viens de vérifier. Ah, Dans le gémo, il y avait de l'érable. Et ma jument se porte comme un charme. ouais, bah voilà. Merci pour ce cas. Je laisse les questions. Moi, j'ai une question Merci beaucoup, Yannick. avant que Jérôme Oui. reparle. Mais on dit que les femmes parlent beaucoup, mais finalement, on a l'exemple que les hommes aussi. Ouais. Mais Euh, Jérôme, tout le temps, il parle tout le temps beaucoup. Ouais. C'est d'accord. tout le temps. Tu as parlé tout à l'heure des formes sèches et des formes fluides. Euh, Ouais. j'ai changé hier, j'étais en train de commander des produits sur un site avec une personne qui me disait la forme sèche de la plante hachée menu. Hein. Hmm. Elle me dit, mais ça, on sait maintenant depuis des années que c'est pas du tout. Enfin, en gros, que c'est pas aussi efficace que de la poudre microfine ou éventuellement des fluides. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Bah, après, je sais pas ce qu'ils veulent dire derrière la poudre. Pour moi, que ce soit la plante séchée en mode voilà Haché thé, menu, enfin, chez menu, voilà. voilà, ou de la poudre. La poudre, en fait, elle vient de la plante séchée hachée menu. Donc, à mon sens, c'est Pour toi, c'est pareil. la même chose. Et je mettrai un point de vigilance sur le fait que la poudre, le problème, c'est quand c'est distribué aux chevaux, souvent, c'est volatile. Donc, en fait, ça passe au niveau respiratoire. Ça a été le souci il y a quelques années avec l'ail, où l'ail a fait sa grande révolution et qu'on a cherché de l'ail dans tous les sens, qu'ils ont inventé de l'ail en poudre, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que les chevaux l'ingéraient par les naseaux et que du coup, en fait, ça devenait potentiellement problématique. Donc moi, je mettrais quand même déjà un point de vigilance là-dessus. Ou alors, il faut que tu la mouilles, mais pour le coup, il faut que ce soit donné hyper vite parce que c'est pas fait pour être humidifié. Euh, Moi, j'avoue que sur ce que je connais des différents labos que j'ai pu regarder de près, les extraits fluides, dont liquides, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. Mais après, je connais pas tous les labos non plus de France et de Navarre, mais en tout cas, oui, c'est quand Et même sur mieux. la partie liquide, il n'y a pas une question d'alcool aussi dans certaines. Alors, si, bah si, si, si. En général, il y a de toute façon, bon, alors c'est différents procédés pour tous les formats liquides. Il y a différents procédés d'extraction qui vont pas être identiques. Ok. Euh, donc voilà, on va pas, enfin, on pourra s'appeler si tu veux, Christine, pour en discuter, mais voilà, il y a différents procédés différents, dont effectivement une part d'alcool dedans. Alors, c'est pareil, ça va dépendre sur certains de la qualité de l'alcool qui va être mis dedans. Mhm. Voilà. Puis sur certains types de produits, dont la phytospagérie, par exemple, que je n'ai pas parlé, mais qui est un produit liquide qui s'appelle la phytospagérie. Il y a un seul labo en France qui le fait. Si tu veux, il y a plus véritablement de traces d'alcool derrière, en fait. Donc, voilà. C'est, les animaux sont pas faits pour métaboliser de l'alcool, on est d'accord. Après, on fait aussi avec ce qu'on a. Donc, je pense qu'il faut rester toute raison gardée. Euh, Voilà. S'il y a des produits qu'on ne peut pas te proposer autrement, bon, bah, tu es obligé de faire avec. Je sais que là, ils ont sorti de la gémothérapie sans alcool. Je sais qu'il y a des fleurs sans alcool également. Donc,
Je pense que dans les années qui vont venir, ils vont sortir aussi voilà, d'autres types de produits sans alcool. Ça existe. Après, bon, ça dépend aussi de la qualité de ton produit aussi et du résidu d'alcool qui reste à la sortie. Ouais. Ok. Merci en tout Mais cas ça, pour le partage non, de mais ça, toutes c'est des les... infos que tu pourras avoir qu'en contactant les labos eux-mêmes, si ils sont OK pour te fournir l'info, parce que Ok, c'est pas toujours le cas. très bien. Merci. Quelle est la Ouais. différence entre les fleurs de bac et les fleurs de bouche? Eh ben, les fleurs de Bach, c'est essentiellement des fleurs qui sont européennes, hein, puisque c'est le docteur Bach, Édouard Bach, qui était anglais, qui les a mis au go, enfin voilà, qui a créé, si je puis dire, les fleurs de Bach. Et les fleurs du bouche, c'est les fleurs du bouche australien. Voilà. Donc, on en a beaucoup moins, on en trouve beaucoup moins. Elles sont moins connues aussi en France et en Europe, mais elles existent aussi très bien. Et après, pour rester un peu sur ces philosophies-là, il y a les fleurs de Deva, le laboratoire Deva, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, qui sont quand même aussi précurseurs en France des fleurs de bac qui sont allées un petit peu plus loin et voilà, qui ont créé, entre guillemets, de nouvelles compositions et puis qui sont allés vers d'autres plantes, quoi. Mais, Est-ce que tu peux me détailler les vertus du petit bigarade? alors en huile essentielle, Oui. le petit garde. Alors lui, il va vraiment avoir un effet sur tout ce qui va être traumatisme, choc, stress, un volet aussi un petit peu sur la dépression. Euh, donc, il va vraiment agir là-dessus. Il est extrêmement puissant au niveau énergétique, hein. C'est-à-dire que c'est pas tant les molécules en soi qui vont nous intéresser, les molécules chimiques, hein, c'est aussi sa capacité vibratoire qui est extrêmement intéressante. Pour moi, c'est vraiment la fleur du réconfort. Tu vois, même pour nous humains, tu viens de vivre un deuil, tu viens de vivre une séparation, bah, t'en mets quelques gouttes dans ta voiture, voilà, tu le diffuses dans ton salon. J'en C'est mets pas vraiment. sur toi. Aussi, tu peux en mettre sur toi aussi. Pareil, huile végétale avant. Par exemple, une petite goutte d'huile végétale, tu le mets sur les poignets. Après, si, tout à fait, tu peux le mettre tu peux le poser sur toi. Et pourquoi l'huile végétale avant? Parce que, alors, en fait, les huiles essentielles, si tu veux, elles ne vont pas pénétrer dans la peau. Il leur faut un fluide pour qu'elles puissent se diffuser. Et le seul fluide qui va être en mesure de le faire, ça va être une huile végétale. Et ça va aussi éviter la problématique dermocaustique des huiles essentielles qui brûlent, voilà, qui peuvent être amenées à brûler ou à créer des petites réactions cutanées. Donc l'huile végétale, en fait, va être un amplificateur et un protecteur, en fait, sur toi et tes animaux, quoi. Mm. Et dernière question, avant de concurrencer Jérôme. Euh, vous nous conseillez de faire un petit peu attention où on achète les huiles essentielles? Ouais. Est-ce que vous avez des filières à recommander? Euh, alors, il y a des très très bons labos en France. Moi, il y en a un essentiellement avec lequel je travaille, mais je ne sais pas si j'ai le droit de en nommer. Oui, Je j'ai le suis droit pas d'en nommer sûre. un. C'était, c'était ma première question quand j'ai entendu ça. Je me dis, est-ce qu'on peut? Je suis pas bien sûre. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais... J'en cherche deux ou trois. Bon, alors, il y en a un en tout cas que moi, enfin, qui m'a été conseillé et effectivement, j'ai pris le temps un peu de regarder ce qu'il faisait. C'est la marque Essensiaga, bah, qui doit être dans la Drôme ou dans l'Isère, je pense, par là, Essensiaga, qui est bien en huile essentielle. Après, je sais que, mais je ne sais pas s'ils ils ont continué le laboratoire COPMED. COPMED, COPMED, faisait aussi des très bonnes huiles essentielles. Après, Caroline, tu en as peut-être d'autres qui viennent à l'esprit. Oui. Il y Vas-y. a des sites, euh, pour pas faire d'impair, il y a vraiment des sites qui répertorient.
la qualité des huiles essentielles Oui, et qui aussi. vous donne des indicateurs. Euh, Malheureusement, en France, aujourd'hui, si on voulait avoir une norme élevée sur la qualité de ces huiles, il y a certaines huiles qu'on ne devrait juste plus trouver dans nos commerces. Parce que, en fait, il a été établi ce qu'on appelle un profil biochimique de nos huiles. Donc, ça veut dire qu'il y a X, l'huile essentielle pour qu'elle soit de bonne qualité, il y a X pourcentage de molécules de tel truc, de tel truc et de tel truc. Et ça nous fait, par exemple, notre petit grain de bigarade, du coup, qui va agir sur un certain spectre, en fait. En fait, il y a des normes où on demande notamment sur certains produits qu'il n'y ait plus en fait un certain pourcentage en fait en France. Donc il y a des huiles qu'on ne devrait plus retrouver, notamment en pharmacie. Donc si les marques les commercialisent, ben, on peut s'interroger sur la globalité en fait de leur vision qualité-produit. Merci. Voilà. J'ai répondu sans répondre. Non, je vous donne des indicateurs vraiment pour observer comment avoir des huiles de qualité. Il y a des sites qui répertorient ça, en fait. Des sites qui font de la recherche justement sur la qualité. C'est bon pour moi. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Moi, j'en ai une autre. vas-y, Jérôme, je t'ai coupé prends la. la dernière. Ok, je prends la dernière. Euh, alors moi, j'aime beaucoup l'approche communication animale et naturopathie. Est-ce que, alors c'est peut-être une aparté, mais peut-être que d'autres personnes se posent la question, donc je la partage. Est-ce que tu travailles, par exemple, est-ce que tu peux commencer par une communication animale et ensuite faire basculer en naturopathie? J'imagine que oui. Ouais. Est-ce que ça peut se faire dans cet ordre-là, en fait? Ah oui, oui, oui. Ben, tu vois, un peu plus tard que cet après-midi, j'avais une chienne voilà, on a démarré en communication animale et effectivement, elle sortait d'une opération. Donc, l'idée, c'était aussi de faire un bilan, un petit bilan émotionnel et physique. Et effectivement, avec ce qu'elle nous a transmis, avec les observables aussi de sa propriétaire, qui bah, voilà, connaît aussi bien son animal et qui est au quotidien avec elle, eh bien, on a mis en place effectivement derrière tout un traitement pour l'aider à récupérer le plus rapidement possible et le mieux qu'elle pouvait, et tout en agissant aussi sur le volet émotionnel pour voir si la chienne, bah, voilà, c'était compliqué pour elle à vivre ou pas, parce qu'on a des animaux bah, qui tombent aussi en dépression hein, quand voilà, ils sont limités dans leur mouvement ou quand les choses changent. Et tout à fait, ouais, je fais les deux. Et tu Je le fais fais les à deux. Puis il y en distance. a qui me disent ah non, mais moi, je veux pas du tout ça comme ça. Ça, j'aime pas du tout l'odeur de ci. Donc, ça nous permet aussi de comprendre et de réajuster ouais, ouais, compléments alimentaires qu'on peut être amené à leur donner. Ouais. Mm. Et alors, je veux bien. Est-ce que je peux compléter ta question, Christine, s'il te Mais plaît? vas-y, fais-toi plaisir, Jérôme, profite. Euh, donc, Émilie, quand tu as trouvé donc le besoin de la chienne qui dit bah, post-opératoire, il y a ci, il y a ça, donc tu vas dire tiens, bah, cette huile essentielle lui conviendrait, en gémothérapie, il y a ci, en huile essentielle, il y a ça, etc. Donc, tu fais le protocole. Et tu valides comment le protocole? Est-ce que le protocole, par hasard, tu le validerais pas non plus au pendule? Ou est-ce qui te Non, valide le protocole in fine? non, je valide pas au pendule. Euh, je valide pas au pendule parce que ça refait. Enfin, j'ai pas forcément besoin d'avoir une autre réponse, dans le sens où moi j'essaye d'être. Enfin, l'idée c'est que j'ai une boîte à outils et j'essaye d'être la plus cohérente avec le besoin de l'animal et le besoin du propriétaire ou du gardien. Et moi, mon idée de partir sur, voilà, comme certains peuvent le faire, 10 ou 15 produits, c'est pas l'idée. Moi, je préfère qu'on cible sur quelques produits en interne, quelques produits en externe. On se refait un SMS un mois plus tard pour voir un peu comment ça fonctionne, ça dysfonctionne. Et puis, j'ai une consultation de suivi un mois après, on refait un point.
et on réajuste en fait. L'idée, c'est juste de réaiguiller un petit peu en fonction de comment ça va. Non, le pendule, c'est que pour chercher les animaux perdus que j'utilise. Je vais te contacter, Émilie. Je crois que sur les slides, il y avait toutes les infos. Au pire, sur le site du J'ai Sympa, noté, vous j'ai pouvez noté des remplir liens que toutes j'ai les infos notés. Tu vas bien me retrouver quelque part. Mais sur l'annuaire des je, adhérents. je lâcherai pas. Merci beaucoup, Émilie, pour cette Pas de rien. présentation et toutes tes réponses aux questions. C'était très chouette. J'espère que vous avez tous appris beaucoup de choses et que ça a suscité votre intérêt. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement.